Julien Désiré Clément Célestin Le Toqueux. Mort pour la France à Vénérolles, ferme du blocus d'en haut. Modèle de dévouement et de conscience, a toujours fait preuve d'un sang-froid et d'un courage au-dessus de tout éloge. Excellent chef de pièce, regretté de tous. Tué à son poste de combat le 22 octobre 1918. Le Plessis-Balisson est une ancienne commune des Côtes-du-Nord, en région Bretagne, qui est devenue commune déléguée de Beaussais-sur-Mer, en Côte-d'Armor, le 1er janvier 2017. En 1911, la commune comptait 213 habitants. Le premier seigneur du Plessis s'appelait Geoffroy Balusson. Il fit construire en 1150, dans son fief, un château fort triangulaire dont ne demeure qu'un puits profond et quelques pierres rongées de lierre et d'herbes folles. Sa superficie est de 8 hectares seulement. Ainsi est né le bourg du Plessis, avec ses 58 maisons. Julien Désiré Clément Célestin Le Toqueux voit le jour au Plessis-Balisson le 20 juin 1888. Il est le fils légitime de Julien François Jean-Baptiste Le Toqueux, tailleur en confection, âgé de 25 ans, et de Célestine Marie-Augustine Pellerin, âgée de 24 ans. Julien est le second enfant. Le premier, Célestine Marie-Françoise, née en 1884, décède à l'âge de 9 ans, faisant de lui l'aîné de 3 frères et 2 sœurs. Après son certificat d'études, il apprend le métier de tailleur auprès de son père. Pour faire son service militaire, il passe le conseil de révision à Saint-Malo en 1908 et se voit attribuer le matricule 1839. L'année suivante, il est incorporé au 7e régiment d'artillerie, à la caserne du Colombier à Rennes, en tant que 2e canonnier conducteur, puis 2e canonnier servant. Le 22 septembre 1910, il est nommé brigadier sur canon de 75, une arme qui a une histoire. Pièce d'artillerie de campagne de l'armée française,
Ce canon, modèle 1897, est d'une conception révolutionnaire car il rend enfin possible un vieux rêve d'artilleur, le tir rapide. Avec une portée de 7 km et une cadence de tir de 28 coups par minute, il est surnommé le canon roi. Le dispositif comporte 3 éléments roulants, le canon, l'avant-train et l'arrière-train caisson qui contient les munitions. Le canon peut envoyer toutes sortes d'obus montés sur cartouche. Obus explosifs, shrapnel, qui explosent à l'impact, obus fumigènes toxiques à base de phosphore, obus incendiaires, obus éclairants, etc. En 1914, la France entre en guerre avec 3840 de ces canons. En 18, le nombre atteint 5484 pièces. Le canon de 75 fut au cœur de l'affaire Dreyfus. Ces plans faisaient partie des éléments supposés avoir été fournis aux Allemands. Le capitaine Dreyfus fut jugé, condamné et emprisonné à Rennes en 1899. L'histoire le réhabilitera en 1906, après qu'il ait passé 7 années au bagne. En 1911, après ses 2 années de service militaire, Julien revient au Plessis-Balisson et reprend son métier de tailleur. Il a 24 ans. En tant que réserviste de l'armée d'active, il est amené à effectuer un certain nombre de périodes. Le 28 février 1913, il est nommé maréchal des logis au 50e régiment d'artillerie à la caserne de Guines, boulevard de la Tour d'Auvergne à Rennes. Le 50e RA est un régiment d'origine bretonne qui a été créé à Rennes en 1910. Pendant la Première Guerre mondiale, il participera aux combats les plus meurtriers du conflit. Le père de Julien décède le 16 juin 1913, à 53 ans, laissant la famille sans ressources. La mobilisation générale est proclamée le 1er août 1914 et la déclaration de guerre le 3 août. Le départ aux armées aura lieu dès le 7 août. D'abord affecté au 50e régiment d'artillerie, il s'engage pour 2 ans, le 29 avril 1915, dans un régiment à pied de la garde républicaine. Il passe en réserve de la gendarmerie aux armées du 23 septembre au 24 décembre 1916. Les membres de la garde républicaine ne prennent pas part à la Première Guerre mondiale en tant qu'unité combattante. Leur mission est le maintien de l'ordre dans la capitale, l'encadrement de la mobilisation
et la défense éventuelle de Paris. Toutefois, plus d'1 millier d'entre eux, dont Julien, se porteront volontaires pour partir au front. Ils seront versés dans l'infanterie. Paris, le 22 avril 1916. Bien cher frère, quelques mots pour te dire que je suis en bonne santé et je désire qu'il en soit ainsi pour toi. J'ai reçu une carte de toi hier, mais tu ne me dis pas si tu as reçu les 5 francs que je t'avais envoyés le 17 dernier. Rien de nouveau à te raconter pour le moment. À bientôt pour prendre de tes nouvelles. Ton frère qui pense à toi, Julien. Bien le bonjour aux copains. En fait de copains, 5 ne reverront jamais le Plessis-Balisson. Cette lettre de Julien est destinée à son frère, Marie-Joseph, qui, après une blessure au genou, est revenu en Bretagne. Retourné au front, il est fait prisonnier le 4 juillet 1916 à Audincourt. Il passera sa captivité dans une ferme allemande et sera rapatrié le 25 décembre 1918. Son cadet, Marie-Ange, part en décembre 1916 rejoindre l'armée d'Orient à Salonique. Il rentrera en France 1 an après la fin du conflit, le 27 janvier 19, atteint du paludisme. Son plus jeune frère, Célestin, rejoint l'armée en janvier 1916 et il est rapidement évacué de Verdun pour pieds gelés. Il retourne au combat le 7 juillet de la même année. Un acte de bravoure lui vaudra la Croix de guerre et l'étoile de bronze. Pendant toute la guerre, les femmes travaillent. Célestine, la mère, Rose et Célestine, les sœurs, attendent, elles aussi, le retour des soldats au Plessis-Balisson. En juillet 1916, Julien participe à la bataille de la Somme. Et le 24 décembre, il passe au 40e régiment d'artillerie qui combat sur la Meuse. Le 16 avril 17, son régiment, venu en renfort, est stationné en haut de la côte 108, d'où on peut surveiller de près l'Aisne, son canal latéral, le canal de l'Aisne à la Marne, ainsi que la route départementale. Cette position privilégiée, qui comme son nom l'indique, culmine à 108 mètres de hauteur, se situe exactement sur la ligne de front entre Français et Allemands. Elle fait l'objet de combats meurtriers dès septembre 1914. Ce lieu est indissociable de la terrible guerre des mines qui eut lieu durant le conflit. Les premières galeries françaises commencent à être creusées sous la côte 108 dès la mi-novembre 1914 pour établir un poste d'écoute sous les lignes allemandes. Janvier 1915 marquera le début d'une longue série d'affrontements souterrains où Allemands et Français chercheront à déposer des explosifs sous les lignes ennemies. La 40e division avait pour mission d'attaquer au sud de la côte 108, dans la région de Sapignoles. Parmi d'autres, le régiment d'artillerie de campagne de Julien accompagnait par ses pilonnages les progressions de l'infanterie. Des tanks, péniblement amenés sur les bords de l'Aisne, partirent à l'assaut de la ferme du Choléra. Ils s'élancèrent dans la plaine qui relie l'Aisne à la Miette, en même temps que les soldats sortaient des tranchées et marchaient sur les positions ennemies. Depuis 5 jours, l'artillerie crachait sans arrêt, démolissant les réseaux de barbelés,
s'efforçant de détruire les Stollen et les casemates cimentées des Allemands. Parmi les petits tanks qui parvinrent jusqu'au bord de la Miette, les 2/3 furent détruits par l'ennemi et prirent feu. Les 3 ou 4 qui échappèrent au massacre ne purent influer sur le cours de la bataille. Plus au sud, sur Sapignoles, les fantassins de la 40e division d'infanterie parvinrent à bousculer les 2 premières lignes allemandes au prix de pertes énormes. Cependant, rapidement décimée et désorganisée par la mort de la plupart des officiers, elle ne put résister à une violente contre-attaque et il lui fallut regagner les tranchées d'où elle était partie le matin. On évoque rarement le rôle de la 3e brigade du corps expéditionnaire russe. Ce bataillon fut en effet chargé d'attaquer le 16 avril 1917 le mont de Sapignoles et la côte 108 près de Berry-au-Bac. Les canons de la 40e de Julien apportaient leur soutien. Les Russes partent du bastion du Pont. À 6 heures, ils s'élancent vers les tranchées de première ligne et parviennent, au prix de terribles pertes, à rallier leur objectif. En fin de journée, malheureusement, décimés, à court de munitions et sans renfort, ils rejoindront eux aussi leurs tranchées de départ. Au printemps 17, la côte 108 est le lieu de terribles affrontements. Régulièrement prises, perdues et reprises, les moments de calme y sont rares. Un rapport dira « Nos pertes sont grandes, nos résultats minces ». Le 15 septembre 17, Julien est réintégré à la Légion de la Garde républicaine, versé au 22e régiment d'artillerie, dans la région de Saint-Quentin. 2 mois plus tard, il est nommé à l'état-major de Chalon-sur-Marne. Au sein du 176e RAT, il participe à la réorganisation de l'artillerie de tranchée. Le régiment est transformé en régiment de campagne d'artillerie portée, dans lequel les chevaux sont remplacés par des camions. C'est près de Berry-au-Bac que le poète Guillaume Apollinaire sera blessé le 17 mars 1916. Mon Julien, j'attends avec impatience ta permission prévue à la fin de janvier. Comme tu me l'as demandé, papa a vu monsieur Rouault, le maire. Il est d'accord pour nous marier le dimanche 27 à 15h. Monsieur le curé nous donnera sa bénédiction le lendemain. Pour les témoins, j'ai pensé demander à Auguste et Marie Briand, et à François Puchet et Apollinaire Vaudelet. Si cela te convient, fais-le-moi savoir dès que tu peux. Pour le repas, mes parents s'occupent de tout. Ton Alice qui t'aime. Julien! Julien! Le dimanche 27 janvier 1918, Julien se marie à Créhin avec Alice Martin. Julien effectue un rapide passage au 11e RAC en août 1918,
devenu en septembre le 227e RAC. Dès le 11 octobre 18, le 227e RAC s'approche rapidement de la ligne de départ des opérations. Les Français ont prévu 19 000 obus de 75. Le canal de la Sambre à l'Oise est la dernière voie d'eau derrière laquelle les Allemands peuvent se replier à l'automne 18. Avec l'Escaut au nord, il est au cœur de l'offensive des armées françaises et britanniques, sous le commandement unique du général Foch. Les régiments d'infanterie et bataillons de chasseurs alpins venus de tous les départements français, dits aussi les Diables Bleus, ont laissé leur vie pour atteindre ou prendre le canal de la Sambre. Après de durs combats, ils refoulent l'ennemi sur la rive est du canal. La rive ouest est complètement libérée le 19 octobre 1918. Compte rendu. Exécution d'un tir de barrage vers l'agglomération de la rue Neuve et la boucle du canal de la Sambre au nord d'Étreux. Pendant ce tir, la batterie est soumise à un violent bombardement. Un obus ennemi anéantit le personnel de la première pièce. Le maréchal des logis Le Toqueux, chef de pièce, les canonniers Baron, Passet et Blancard sont tués à la ferme du blocus d'en haut. Julien Le Toqueux et Henri-Jules Passet sont enterrés l'un à côté de l'autre au cimetière de Ménevray dans l'Aisne avec 14 de leurs camarades. Les conditions de la mort de ces soldats soulignent, s'il en était besoin, l'absurdité de ce conflit. Alors qu'un commandant demande que soit détruite l'église d'Étreux, qui sert de tour d'observation à l'ennemi, un autre ordonnera « Le clocher ne doit pas être abattu par l'artillerie, mais rendu intenable par mitrailleuse. Lors de notre attaque, il sera le meilleur point de repère pour la mise en batterie rapide et précise de notre artillerie de renfort. » Le 4 novembre, l'attaque générale du canal commence à 5h45. Vouloir commémorer les combats de la Grande Guerre dans ce coin de France n'est que justice, car à la fin de 1918, aucun département ne présentait un état de désolation aussi général que celui de l'Aisne. Le dimanche 13 octobre 2018, la municipalité de Ménevray rendait hommage à la fois à ses enfants et aux combattants allemands enterrés dans sa commune. Un hommage particulier était rendu à Julien Le Toqueux par Eloine, son arrière-petit-neveu, qui posa une plaque commémorative sur sa tombe.
Au même moment, Mathilde déposait un bouquet aux couleurs allemandes sur la tombe de Gustav Reinhold Machatzky, né en 1868 à Möstchen, dans le Reich allemand, et mort le même jour que Julien, le mardi 22 octobre 1918. Le 7 novembre 1918, Matthias Erzberger, représentant du gouvernement allemand, part de Spa, passe la ligne de front à Audroy, lieu dit de la commune de la Flamingerie, en compagnie de quelques militaires. C'est le clairon Pierre Sellier qui, ce jour-là, sonne le premier cessez-le-feu pour laisser passer les émissaires allemands. Ils sont dirigés vers la villa pasquaise, à la Capelle, sous la responsabilité du commandant de Bourbon-Busset, pour préparer les négociations de l'armistice. 6 voitures traversent une zone dévastée du nord de la France. Après un arrêt à Homblières pour se restaurer, ils roulent vers la gare de Tergnier, où les attend un train qui les mène vers un lieu tenu secret, une futaie de la forêt de Compiègne. Le 11 novembre, à 5h20 du matin, l'armistice est signé. Il ne s'appliquera sur le front qu'à 11h du matin. Le front s'est donc arrêté à quelques kilomètres de l'endroit où, 21 jours auparavant, Julien et ses compagnons avaient laissé leur vie. Cette folie devait être la der des der. On sait ce qu'il en est advenu.